Tout de suite, émission. Nouvelle semaine, une nouvelle émission d'analyse et débat sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Info Scanner. Pour ce week-end, nous allons parler de plusieurs sujets qui cadrent bien sûr avec l'actualité en République démocratique du Congo. Ce mois de juillet, un mois particulier pour la RDC qui occupe la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons parler de la médiation, bien sûr, avec Évariste Ndaï Chimié, qui est également président en exercice de l'Union africaine, qui a rencontré les opposants, bien sûr, et quelques leaders religieux par rapport à la situation sociopolitique en RDC. Nous allons peut-être terminer cette émission avec un mot sur la grève des matins. Voilà l'ossature de cette émission. Le temps pour moi de vous présenter les invités du jour. On commence avec vous, Béni Rachidi. Et bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Ben. Merci d'avoir pensé à nous et nous vous en sommes plus que reconnaissants. On rappelle que vous êtes non seulement journaliste, mais vous êtes aussi criminologue. Il y a d'autres casquettes que je n'ai pas évoquées ici. Tout à fait. Lesquelles, par exemple? Je suis expert au domaine des crimes et médias. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel du Lualaba et analyste des questions sociopolitiques. Voilà, c'était le premier invité du jour. Le deuxième, c'est la première fois que nous le recevons pour cette année 2026. Lui, il est expert en questions internationales. Monsieur Frédéric Amani, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ben, bonsoir Monsieur Béni, bonsoir aux téléspectateurs et aux Bonsoir. de Nota et merci pour l'invitation. Un plaisir pour nous de vous recevoir la toute première fois pour cette année. C'est pas la première fois que vous passez dans Info Scanner. Tout à fait, oui, merci. Voilà, un mois particulier pour la RDC, la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Quels sont les défis, quelles sont les priorités pour la RDC? Je vous laisse découvrir ce reportage de la présidence, ce reportage de la cellule de communication et après nous allons en revenir. C'est donc une première pour la République démocratique du Congo qui a attendu plus de 3 décennies avant de retrouver ses prestigieux organes des Nations Unies, non seulement en qualité de membre non permanent, mais aussi comme président durant le mois de juillet. Pour son exercice, la RDC a opté pour la devise « Plus de paix, plus de justice, plus de développement, plus de multilatéralisme ». L'ambassadeur Zenom au Congo est revenu en détail sur le programme de la RDC. Permettez-moi donc à présent de présenter le programme de travail pour le mois de juillet que le Conseil a adopté ce matin. Alors, je vais vous le présenter semaine par semaine. Alors, la semaine du 6 au 10 juillet, le 7 juillet, le Conseil recevra un exposé de la Cour pénale internationale sur la situation au Soudan. Le 8 juillet, la République démocratique du Congo organisera un débat public de haut niveau titré Femmes, paix et sécurité, sous le thème Honorer la promesse du droit international pour les survivantes et survivants de violences sexuelles liées au conflit. Pour ce grand retour au Conseil de sécurité marqué par la présidence du dit organe, la République démocratique du Congo est déterminée à aborder son exercice avec humilité et ferme volonté de faciliter les délibérations substantielles et des résultats concrets contribuant au maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément à la Charte des Nations Unies. Dans le cadre de la présidence tournante par la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va diriger débat public de haut niveau sur la gouvernance des ressources naturelles comme levier de paix et de prospérité. Dans son programme de travail dans le cadre de la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'étend sur 4 semaines, la République démocratique du Congo envisage l'organisation de plusieurs débats et forums sur des thématiques clés concernant notamment la femme, les questions du droit international, des violences sexuelles liées au conflit et sur la nécessité de la paix dans des zones à conflit. Du 8 au 21 juillet, la RDC va donc signer son grand retour à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU en y apportant sa contribution en faveur du multilatéralisme, d'un monde plus paisible, plus équilibré et d'une meilleure gestion des ressources naturelles.
C'est donc un mois intense que la RDC se prépare à entamer pour marquer pendant un mois son exercice du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le retour de la RDC sur la scène internationale avec la présidence tournante Béni Rachidi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une autre victoire du point de vue diplomatique? Parce que la RDC, qui auparavant ne pouvait plus ou ne pouvait pas se faire remarquer sur la scène internationale. C'est une fierté immense pour cette nation de Patrice Emery Lumumba, que nous saluons. Je crois que lorsqu'il a été posé plusieurs fois des questions au chef de l'État sur la guerre à l'Est, pourquoi est-ce que l'action du pays semble être passive au lieu d'être active. Active du point de vue international. Le chef de l'État réagissait toujours pas en utilisant les armes que l'on prouve sa force, mais il y a toujours aussi des canaux à différencier, parmi lesquels on peut citer la diplomatie. Et cette diplomatie marque, redore l'image de la RDC en tant que nation. Cette diplomatie redonne de la valeur à la RDC en tant qu'État membre des Nations Unies. Et aujourd'hui, la RDC se retrouve valorisée par cette présidence tournante d'un mois au niveau des Nations Unies. C'est une action fruit des grands labeurs. Vous allez vous rendre compte dans le domaine de la diplomatie, le gouvernement de la République a multiplié des actions. C'est au niveau des Nations Unies, c'est au niveau des organisations sous-régionales, c'est au niveau interne où lorsque nous voyons la RDC arriver à un tel niveau, ça relève de la responsabilité. Vous avez l'image, cher Ben, de la RDC, un pays où sévit des violences partout. Aujourd'hui, on a une très mauvaise étiquette, c'est Ebola, qui couvre presque toute la nation. Mais quand on a des bonnes nouvelles comme celle-là, où la RDC, avec tout un chronogramme que nous venons de suivre via ce reportage, déjà le 8 juillet, Madame Souminois était devant le Conseil. Alors, toutes ces actions, toutes ces activités, tous ces chronogrammes démontrent comment est-ce que la RDC n'est pas aujourd'hui, la RDC s'efforce à quitter ces carcans noircis, cette image humiliante ou cet aspect d'un pays où il n'y a que des casiers que la crise, problématiques. Aujourd'hui, quand même, je crois que je salue avec beaucoup de respect cette confiance que les Nations Unies peuvent redonner au pays. Ça fait partie d'une action qui va d'une manière ou d'une autre booster, permettra carrément à la RDC, parce que, comme vous lisez, la RDC aura des rendez-vous dans des aspects naturels, dans des questions liées aux ressources naturelles. Il y a plusieurs dossiers, plusieurs sujets, plusieurs points qui seront débattus durant ces un mois, et ça permet à la RDC de faire entendre sa voix. Ça permet à la RDC de confirmer son image d'une nation qui peut parler de ces questions devant le grand de ces mondes, et c'est un aspect très positif à mon sens. Est-ce qu'il fallait attendre nécessairement la présidence tournante pour que la RDC mette la pression, exerce la pression par exemple à la communauté internationale pour que toutes les résolutions qui ont été par exemple, admettons, retenues au niveau du Conseil de sécurité soient mises en application? Bon, je crois que la RDC est victime d'une forme d'injustice. À mon sens, la RDC est victime d'un acharnement. La RDC est victime d'une agression, une agression barbare du Rwanda et de ses ouailles.
Vous comprenez avec moi aujourd'hui qu'il y a des résolutions qui ont été votées au niveau des Nations Unies, mais qui semblent être cachées dans des tiroirs. Quand je parle cachées dans des tiroirs, on ne sent pas cette volonté de faire respecter toutes ces décisions au plus haut niveau des Nations Unies. Donc la RDC profite. En tout cas, c'est un moment clé, c'est un moment favorable pour que la RDC fasse pression ou utilise des lobbies ou utilise ces postes ou cette fonction ou cette occasion ou cette opportunité, je vais le dire, pour que tout ce qui revient de droit à la RDC soit mis sur la table. Je crois que c'est le moment agréable, c'est le moment favorable et c'est le temps T pour que la RDC, parce que la RDC aujourd'hui, ce n'est pas une vache laitière pour d'autres nations. La RDC, c'est un pays souverain dont les richesses de la RDC doivent revenir de droit au peuple congolais, mais on ne peut pas laisser que certains individus, parce que couverts par X ou Y, profitent de nos minéraux pour des raisons carrément inavouées. Donc je crois que c'est le moment, c'est les lieux, et c'est important qu'il y ait des décisions pareilles. Quelle retombée sur le plan international et même national? Nous revenons à vous, Monsieur Frédéric Amani. La RDC aujourd'hui qui occupe cette présidence tournante, mais cela ne prendra qu'un mois. C'est uniquement un mois avant que, bien sûr, cette présidence ne passe à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à des résultats concrets pour la RDC? Bien, je crois qu'il faut comprendre une logique qui préside aux organisations internationales. Vous savez, elles sont créées par les États et ces organisations ont des objectifs, ont des visions. Mais un État aussi a ses objectifs, a ses visions. Et donc, lorsque un État intègre une organisation, c'est par rapport aux avantages que cet État compte tirer en étant dedans, mais c'est par rapport aussi à la vision que l'État a en entrant là-bas. Il ne faut pas oublier. Et donc, en assumant la présidence tournante du Conseil de sécurité, c'est un honneur et une fierté pour le pays, parce que ça signe son retour dans les concerts des nations. Mais il ne faut pas oublier une chose. Le Conseil de sécurité a ce que je peux appeler, passez-moi l'expression, un cahier des charges, un agenda. Mais l'État aussi, ou la RDC, a une vision de sa présence au sein de ces conseils. Oui. Alors il faudrait que la vision de la RDC et l'agenda du Conseil de sécurité soient en adéquation pour faire entendre sa voix dans les conseils dans les conseils des nations, afin que, par exemple, la question de l'Est soit plus entendue, parce qu'on a comme impression, la crise à l'Est, d'ailleurs, certains analystes pensent que c'est parmi les crises les plus oubliées, où il y a des résolutions qui sont votées, mais qui malheureusement ne sont pas mises en application. Voyez-vous ? Et donc, nous pensons que sa présidence, durant un mois, au travers les 4 thèmes, eh ben, ça peut faire entendre la voix congolaise, mais pourvu que, parce qu'une chose est de souhaiter jouer un rôle au sein d'une organisation, une autre est de se donner des moyens, parce que il faut avoir des moyens de sa politique, et que c'est là pour que la voix congolaise soit entendue et que le monde entier comprennent qu'on a affaire à un acteur agissant et non s'inscrit dans ce que nous appelons, s'inscrit dans une diplomatie, dans un suivisme diplomatique où on intègre les organisations, où on est dans les organisations sans apporter grand-chose, et ce sera terrible. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui le fait que la crise de la RDC semble passer inaperçue? Bien, il y a beaucoup d'enjeux autour de cette crise. D'ailleurs, je dois rappeler que c'est une crise polycentrique. Eh bien, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en ligne de compte. Et je pense que ceux qui doivent chercher des solutions, que ce soit les acteurs congolais ou les acteurs externes, compte de tous ces enjeux et de ces ramifications d'acteurs pour apporter des solutions idoines. Mais moi, je pense que beaucoup plus les efforts internes doivent primer que les efforts externes pour régler cette crise. Mais
tous les efforts internes et externes doivent être en adéquation pour aller de l'avant. Dans les cas contraires, on va continuer à tourner à rond. Il y a des initiatives par-ci, il y a des efforts par-là, mais on ne sent pas un changement sur le terrain et la première victime reste le peuple congolais ou la RDC en général. En parlant des efforts internes, vous parlez notamment du dialogue. Est-ce que cela est encore possible aujourd'hui? Oui, c'est possible parce que les dialogues étant une vertu dans toute société moderne, les hommes doivent dialoguer, les hommes doivent se parler. Et je pense qu'il est important aujourd'hui d'organiser ces dialogues, que ce soit toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, à ces dialogues, sont d'accord qu'un dialogue inclusif, j'insiste là-dessus, et des questions profondes ou des questions qui divisent devraient être portées pour que, n'est-ce pas, ces dialogues puissent baliser un chemin vers la stabilité, vers la paix et vers le progrès. Parce que ça ne sert à rien de continuer à se regarder en chien de faïence alors que les Congolais ont la capacité de se mettre autour d'une table, de discuter, de dialoguer, afin, n'est-ce pas, de trouver solution à ce qui les divise et de regarder dans la même direction pour le bien du peuple congolais, pour le bien de la RDC. Est-ce que la communauté internationale peut aujourd'hui avoir un mot à dire ou peut influer dans ce dialogue? Peut-on compter, ou je le dis autrement, peut-on compter sur la communauté internationale? J'entends parler par là, bien sûr, pas seulement l'Union européenne ou le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine. Bien, compter sur... sur l'organisation. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, je pense que bien, il faut compter sur les Congolais que d'abord sur la communauté internationale. Comme je l'ai dit, il ne faut jamais penser que les efforts externes sont plus importants que les efforts internes. Et il ne faut jamais oublier que même la communauté internationale auprès de laquelle on veut aller pour avoir un soutien, tient compte aussi de la dynamique interne. Et donc, les efforts internes doivent primer que les efforts externes. Et la communauté internationale soutiendra les efforts internes lorsqu'il y a une cohérence, lorsqu'il y a ce qu'on appelle une unité, une cohésion. Or, cela viendra par un dialogue et par, n'est-ce pas, aussi des concessions, parce qu'il n'y a pas de dialogue sans concession. Et donc, les parties prenantes se rencontrent, ils font des concessions et que ces concessions permettent à ce qu'un accord soit trouvé ou un compromis, voilà, un compromis soit trouvé pour aller de l'avant. Dans les cas contraires, en attendant trop de la communauté internationale ou de l'extérieur, entre-temps, il y a la situation qui est en train, n'est-ce pas, de se détériorer et c'est le peuple congolais qui en paie le prix. Donc, nous pensons que la communauté internationale peut jouer son rôle, mais beaucoup plus les efforts internes. Les Congolais doivent se parler. Eh bien, nous saluons les efforts des uns et des autres, pourvu que cela entre en ligne de compte de l'intérêt général. On a entendu parler des dialogues, on a entendu parler des efforts, mais on a tendance à croire que tous ces efforts et les dialogues amorcés, c'est pour le positionnement des uns contre les autres, malheureusement. Benny Rachidi, est-ce qu'il y a encore quelque chose à attendre de la communauté internationale, sachant que plusieurs fois l'on accuse cette communauté internationale d'être derrière ou de profiter de cette guerre? Merci. Je crois que mon co-débatteur a su planter les décors sur la question du dialogue. Ouais. Il est très important que nous réfléchissions en ce sens pour que le pays en profite. La nation ou la RDC est un bien privé des Congolais, une propriété exclusive de ces ressortissants de 26 provinces. C'est vraiment important. Est-ce que le dialogue est important aujourd'hui? Par rapport à la crise que le pays est en train de traverser. C'est très important qu'on se pose cette question parce que pour quelle finalité, pour quel besoin et pour quelle représentation? Vous avez appris avec moi il y a 2 jours que des jeunes gens, des mineurs ont été forcés à
Adhérer les groupes armés. A adhéré les groupes armés dans la partie Est, la partie occupée par le Rwanda. On a forcé nos enfants, nos jeunes frères. Vous avez suivi avec moi la réaction de le rapport de Human Rights Watch sur des cas de violences sexuelles perpétrées du côté Est. Si vous avez bien suivi la Première ministre, Madame Judith Suminwa, elle est revenue sur ce feuilleton violence sexuelle devenu comme arme de guerre pour les rebelles. Et ce qui n'est pas souhaitable ou encore Est-ce que nous pouvons aujourd'hui réfléchir, est-ce que nous pouvons aujourd'hui réfléchir sur un dialogue inclusif lorsque le pays est attaqué? Question de résoudre la crise. On met tout le monde autour d'une même table. Je crois qu'on ne peut pas résoudre une crise lorsque le pays est attaqué par des voleurs, des individus qui ne viennent que pour piller. La meilleure des choses, à mon humble avis, que le pays se mette, que tous les fils et filles de la RDC autour des animateurs ou autour des décideurs pour chasser, pour bouter hors du territoire national tous ces gens qui nous pillent. Lorsque nous serons débarrassés de ces gens qui n'ont aucun intérêt pour le développement de la RDC, qui n'ont aucun intérêt pour la promotion, la grandeur ou l'influence de la nation, mais ils ne viennent que pour piller et pour construire chez eux. Donc je crois que la question du dialogue ne doit pas être actuellement, en mon humble avis, comme une préoccupation ou une priorité. Et selon vous, qu'est-ce qui doit être prioritaire? La priorité d'abord, c'est de chasser les Rwandais de notre pays. C'est la première des choses. Par quel moyen? La guerre parce que du point de vue diplomatique, l'on sent qu'il y a encore des choses qui ne marchent pas. Moi, je crois que nous venons tout à l'heure de saluer l'action diplomatique de la RDC. Aujourd'hui, le Rwanda est coincé. Il faut dire la vérité. Le Rwanda est coincé sur le plan diplomatique, d'autant plus que il y a des sanctions déjà au niveau des Nations Unies. C'est encore attendu dans quelques jours aussi, dans le jour à venir du côté Union européenne. Le Rwanda est mis... Le Rwanda est dans une situation aujourd'hui problématique, à mon humble avis. Mais qu'est-ce qui change? Et toutes ces sanctions et toutes ces prouesses au niveau de la diplomatie congolaise, c'est parce qu'il y a une implication totale des animateurs du pays. Alors derrière ces animateurs, il faut qu'il y ait le soutien et de la majorité et de l'opposition, parce que la RDC appartient à tout le monde. Et voyons comment est-ce que nos sœurs, nos mamans qui sont violentées et qui subissent des atrocités de la guerre, nous ne devons pas aujourd'hui se mettre autour d'une table pour se partager des postes. Je crois que c'est rétrograde, c'est humiliant, c'est incompréhensible et c'est même cynique. Mais ces sanctions, qu'est-ce qu'elles ont changé concrètement sur le terrain? Parce que l'on voit que les affrontements continuent. Il y a entre les groupes rebelles et l'armée loyaliste, les forces armées de la République démocratique du Congo. Entre-temps, ce sont des populations qui se déplacent, malheureusement, qui se retrouvent dans des situations humanitaires très, très graves, parce qu'on parle de cette crise de la RDC comme étant la plus grande crise humanitaire. Moi, je crois que vous avez suivi la réaction du Rwanda, s'il faut le dire comme ça, après l'annonce des sanctions américaines. Il y a eu une deuxième phase. La deuxième phase venait d'être rendue publique et c'est connu. Donc, ces sanctions ciblées font mal au gouvernement rwandais. Et lorsque c'est les États-Unis, ce n'est pas seulement au niveau des États-Unis, même au niveau des acteurs de toutes ces nations, je parle bien de l'Union européenne, qui est censée aussi rendre public des sanctions contre le Rwanda dans le jour à venir. Nous avons suivi avec vous la position de la Belgique sur cette situation. On sent qu'il y a des condamnations aujourd'hui. Ce qui se disait tout bas, c'est dit aujourd'hui tout haut. Et quand ça se dit tout haut, ce n'est pas bon pour le prestige du Rwanda.
Voilà pourquoi est-ce qu'on essaye d'élargir, des sanctions qui peuvent toucher même des aspects culturels au niveau du Rwanda. Et là, c'est la force diplomatique de la RDC. On comprend comment est-ce que les bottes ou les cartouches ou la guerre devient encore moins en termes de dangers par rapport aux aspects diplomatiques. Parce que la diplomatie ici, quand elle frappe avec des sanctions qui viennent, c'est un secteur, c'est plusieurs secteurs qui peuvent être touchés et c'est mal. Et je crois que la RDC est avec ce qu'elle subit, on ne peut pas aujourd'hui réfléchir directement au dialogue. Ça peut venir, mais débarrassons-nous d'abord de ces gens qui troublent la quiétude du pays. Si on ne peut pas réfléchir au dialogue, on peut au moins réfléchir au changement de la Constitution. Le changement de la Constitution, par rapport au contexte, c'est une politique. On appelle ça politique publique. Et quand c'est une politique publique, il n'y a pas que changement de la Constitution. Aujourd'hui, à Lubumbashi, mais circuler partout, il y a des barrières. Des barrières, c'est-à-dire les recettes, le fisc. Ce fisc-là, ça relève de la politique. Aujourd'hui, on parle d'Ebola, c'est-à-dire il y a des politiques qui sont conçues au niveau de la nation pour lutter contre Ebola. Est-ce que cette révision constitutionnelle, elle fait partie aussi de la politique? On ne peut pas empêcher aux animateurs, aux forces vives, de réfléchir sur des changements sectoriels d'une constitution qui pose problème. Donc la guerre, elle est sur l'agenda de l'animateur public. Nos forces armées de la RDC combattent et des victoires s'en suivent. Vous avez suivi tout à l'heure la RDC, c'est aux Nations Unies. Et au niveau du pays, on peut réfléchir. Changement de la Constitution, c'est légal, à mon avis. Pourquoi ne pas peut-être parler dialogue? Parce qu'il faut mettre les gens autour d'une même table. Sachant que, c'est vrai qu'on va revenir sur l'aspect du changement peut-être vers la fin de l'émission, mais aujourd'hui, parmi les questions qui divisent la classe politique, c'est le changement. Vous pensez résoudre que cette crise peut être résolue uniquement avec le changement de la Constitution et l'appui international? Et je crois que le changement de la Constitution n'a pas commencé aujourd'hui. Je crois que même du temps du régime passé, mais par rapport au contexte, c'était une question qui était sur la table. Pour vous, c'est une priorité par rapport au contexte. Ça. Et cette Constitution, M. Ben, c'est une deuxième intervention chirurgicale. Elle a subi un changement déjà à partir du régime de M. Joseph Kabila. Donc, c'est une continuité en termes d'action publique. Dans l'action publique, on réfléchit sur ce qui peut apporter un plus. On a réfléchi ici, en commençant par le régime passé, sur le code minier. Avec ce qu'on a opéré dans le code minier, aujourd'hui, la nation peut respirer autrement. Le changement du code minier a apporté je peux dire quoi, un développement dans les secteurs miniers. Donc, quand on réfléchit, quand on apporte des idées novatrices, des idées qui peuvent apporter un changement, je crois que ces changements de la Constitution, en référence en 2006, c'est 20 ans. On peut réfléchir autrement. On peut introduire d'autres idées. On peut introduire d'autres innovations. Ce qui est normal avec l'évolution de la technologie. Le changement devrait par contre se passer autour d'un dialogue, mettre tout le monde autour d'une même table et réfléchir sur ce qui peut être changé et ce qui ne le peut pas. Et je crois que le dialogue, c'est un des moyens. Le dialogue, c'est un indicateur dans une portée démocratique à saluer. Lorsque la nation qui vibre au rythme des pratiques démocratiques, les dialogues en fait partie. Mais le changement d'une constitution, quand vous réfléchissez, ce n'est pas tous les acteurs qui peuvent accepter. Déjà, vous avez suivi avec moi les derniers points des presse de l'opposition. Nous sommes pour à des discussions franches avec le pouvoir, à condition que l'on mette
que l'on mette une croix sur le changement de la Constitution. Parce que le projet pour l'opposition, c'est vrai qu'on va entrer dans, on va revenir à vous, Béni Rachidi. On prend juste la réaction de M. Frédéric Amani sur ce point. Comme ça, on va prendre la déclaration de l'opposition. Bien, je respecte bien le point de vue de mon aîné, Béni Rachidi. Alors, ce que je veux dire par rapport au dialogue, ne nous voilons pas la face. Et je pense que le rôle de Congolais, des scientifiques que nous sommes, c'est de réfléchir à haute voix parfois et de proposer, n'est-ce pas, des solutions. Et moi, je pense qu'il faut admettre que, et ce n'est pas, je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup de choses, que ce soit la communauté internationale, les autres, on a montré que les efforts militaires, ou je vais dire l'approche militaire, a montré ses limites pour résoudre cette crise à l'Est. Et qu'on a une voie, et cette voie, c'est le dialogue. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a décrié la trahison, que ce soit dans différentes instances. Or, cette trahison profite à l'ennemi ou au tireur de ficelles. Aussi longtemps qu'au niveau interne, nous ne serons pas unis, aussi longtemps qu'au niveau interne, il n'y aura pas cette cohésion, cette unité, rassurez-vous que l'ennemi va en profiter pour s'aimer, n'est-ce pas, des troubles. Voilà pourquoi le dialogue est important. Pour amener les filles et les fils de la RDC à se parler, parce qu'il y a ces problèmes-là. Des problèmes à résoudre ensemble. Ouais. Alors, en se parlant, on décide de regarder dans la même direction pour que, n'est-ce pas, l'ennemi ne continue plus à profiter de cette division. Donc, la division interne profite plus à l'ennemi et d'avancer. Et donc, le dialogue est important. Et un autre élément, les sanctions, oui, les sanctions sont un moyen, sont un mécanisme dans la résolution des conflits pour amener les belligérants ou les protagonistes, n'est-ce pas, à accepter les termes de référence d'une négociation. Mais il faut aussi admettre que seules les sanctions ne suffisent pas pour régler une crise, sinon l'exemple de l'Iran serait, n'est-ce pas, probant, parce que l'Iran était sous sanction et il est encore sous sanction, bien que peut-être il sera levé. La Russie face à l'Ukraine, eh bien, il y a d'autres pays qui sont sous sanction. Je suis pour les sanctions, mais il ne faut pas penser que seules les sanctions sont, n'est-ce pas, ou suffisantes pour résoudre la crise. Pour résoudre, sinon, et il ne faut pas oublier aussi un aspect, c'est que à force de sanctionner un ennemi ou un adversaire, ça risque de radicaliser sa position et il va penser qu'il n'a plus rien à perdre et il va s'adonner. Donc, les sanctions, oui, mais au-delà des sanctions, il faut d'autres stratégies. Il ne faut pas penser que quand l'ennemi ou quand le partenaire va sanctionner tel ennemi ou tel adversaire et c'est suffisant, nous allons croiser les bras. Donc, les sanctions, oui, il peut y avoir des sanctions contre X, contre Y, mais au-delà des sanctions, d'autres efforts devraient être mis en exergue pour qu'on ne soit pas, n'est-ce pas, surpris par d'autres manœuvres de l'ennemi. Parce que plus on sanctionne et on se contente et on croise les bras, mais entre-temps, l'ennemi continue à chercher comment contourner ces sanctions et faire mal à la République, voyez-vous. Et donc, il faut pas perdre de vue par rapport à tous ces éléments-là. Et peut-être pour terminer, je pense que aujourd'hui, on est face à des évidences et il ne faut pas les nier. La guerre perdure, il y a la violation du cessez-le-feu qui continue. Eh bien, tout cela devrait interpeller les uns les autres pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, que ce soit au niveau interne, que ce soit pour la communauté internationale, que ce soit pour les communautés sous-régionales. Quels sont les efforts qui doivent être mis en exergue pour en finir une fois pour toutes? Plus de 30 ans, cette instabilité perdure, plus de 65 ans. Il n'y a pas longtemps, on a fêté 66 ans d'indépendance. Et donc, moi, je pense que la RDC, en tant que pays, un homme de 66 ans, c'est un homme mature et il réfléchit. Et donc, je pense qu'il est temps aujourd'hui que les Congolais se mettent ensemble, réfléchissent quels sont les voies et moyens à mettre en place pour
que la stabilité revienne et que la paix soit au rendez-vous et que le pays puisse aller de l'avant par rapport à tout ce qu'on a comme potentialité. Les voies et moyens pour résoudre cette crise qui perdure dans, j'allais dire dans l'Est, mais c'est la crise qui perdure bien sûr partout. Je m'excuse, au pays. Je vous propose de prendre avec moi cette déclaration des opposants qui est revenue d'une audience ou d'un échange avec le président en exercice de l'Union africaine. Quelle est la position des opposants en RDC par rapport à cette crise? De la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel a été reçu par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, dans le cadre des consultations qu'il mène sur la crise en République démocratique du Congo. Cette rencontre témoigne de la volonté de l'Union africaine d'entendre l'ensemble des forces politiques concernées par l'avenir de notre pays. La C64 remercie le président Ndayishimiye pour cette démarche d'écoute et réaffirme son engagement en faveur de la défense de l'ordre constitutionnel, de l'intégrité territoriale, de la paix, de la démocratie et de l'état de droit. Face aux manipulations et contre-vérités diffusées autour de cette rencontre, la C64 apporte des précisions suivantes. 1. La C64 n'a jamais sollicité cette audience. L'initiative est venue exclusivement du président en exercice de l'Union africaine qui, à la suite de ces échanges avec M. Félix Tshisekedi, a souhaité entendre directement la position de la C64 sur les causes profondes de la crise congolaise et les conditions d'une paix durable. 2. Au cours des échanges, le président Évariste Ndayishimiye a indiqué avoir encouragé les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Il a également souhaité recueillir la position de la C64 sur les perspectives d'un dialogue politique. 3. La C64 a rappelé qu'on ne sauvera pas la RDC en traitant uniquement les conséquences de la crise tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas la cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. La crise congolaise est aujourd'hui une crise systémique. Crise militaire et sécuritaire, crise de gouvernance, crise de légitimité des institutions et crise constitutionnelle. Réduire cette crise au seul conflit armé dans l'Est explique largement l'échec des initiatives précédentes. Le processus de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington ont principalement abordé les dimensions militaires et diplomatiques sans traiter simultanément les causes politiques et institutionnelles de la crise. À cette situation s'est ajouté le projet de changement de constitution. Voilà, c'était l'opposition qui donnait sa position par rapport à la rencontre avec Évariste Ndayishimiye, le président en exercice de l'Union africaine. On reste avec vous, Monsieur Frédéric Amani. Est-ce que l'opposition ne veut pas en faire un peu trop aujourd'hui? Bien, je crois qu'il faut revenir sur cette initiative. Nous saluons les initiatives qui sont en train d'être prises, que ce soit au niveau interne tout comme externe. Externe, pourvu que la stabilité, la paix reviennent en RDC. Mais il faut aussi savoir que cette initiative était beaucoup plus stratégique, dans la mesure où, après le séjour
48 heures du président Ndayishimiye À Kinshasa, ouais. Quelques membres de l'opposition ont été convoqués. Or, il vous souviendra qu'il y avait une date fatidique, la date du 8 juillet, où l'opposition, C64, avait déjà décidé de faire sa marche devant le palais pour exiger le retrait ou l'abandon du projet de la loi référendaire. Alors, le président Ndayishimiye, en convoquant l'opposition, je m'imagine, et je suis d'accord que c'est après avoir parlé avec son homologue congolais, le président Félix, voyez-vous, et que les opposants devraient d'abord se rendre là-bas pour... Et donc, cette initiative était une initiative temporaire pour essayer de calmer les ardeurs des opposants afin, parce que la marche du 8 juillet était une marche qui devrait, selon, n'est-ce pas, sa connotation, devrait être une marche de démonstration de force, voyez-vous, et que en convoquant ses opposants et quelques leaders religieux, c'est pour essayer un peu de temporiser, n'est-ce pas, afin qu'il n'y ait pas casse et d'autres désordres à Kinshasa. Mais nous pensons que cette initiative va aller jusqu'au bout. Mais la crainte c'est que cette initiative risque, n'est-ce pas, de se heurter à beaucoup de difficultés parce qu'il y a plusieurs initiatives déjà qui sont engagées, mais on ne sent pas, n'est-ce pas, leur impact sur le terrain. Et la crainte, c'est que l'initiative du président Ndayishimiye soit aussi une initiative de trop et aussi ne puisse pas aller jusqu'au bout. Alors, je pense qu'il faut aussi souligner que le président Ndayishimiye, tout en étant le voisin de la RDC, il est aussi allié de la RDC parce que vous savez que Ndayishimiye, président du Burundi, soutient, n'est-ce pas, il est allié de Kinshasa et les troupes burundaises sont sur le sol congolais pour apporter main forte au FARDC. Mais aussi, en tant que président en exercice de l'Union africaine, il devrait apporter son expertise, parce qu'on a toujours décrié ces manques, n'est-ce pas, d'efforts significatifs de l'Union africaine face aux problèmes africains. Et lui, en tant que président en exercice, il voudrait inscrire son nom dans le livre d'or comme quelqu'un qui a apporté un plus ou un effort significatif à la crise congolaise. Dans ce point-là, de ce point de vue-là, je pense qu'il a le droit de convoquer les opposants. Mais la crainte, c'est que cette initiative devrait s'étendre à d'autres, n'est-ce pas, d'autres acteurs, et l'initiative devrait être inclusive pour, n'est-ce pas, amener les autres parties à ce dialogue. Et pour terminer, je pense que la déclaration de l'opposition, c'est montrer que l'initiative vient du président burundais et qui n'était pas demandeur, mais ce qui est important ici, que l'initiative vienne du président burundais ou des opposants ou du gouvernement congolais, c'est que la date d'abord du 8 est passée. Ils ont prévu que ce soit pour le 22. Pour le 22, la Constitution leur donne droit de marcher, de revendiquer, pourvu qu'ils les fassent de manière pacifique. Mais ce qui est important ici, nous pensons que toutes les initiatives qui sont menées, que ce soit au niveau interne ou au niveau externe, ces initiatives devraient être menées dans le but d'apporter des efforts significatifs pour la stabilité, pour la paix, parce que ça ne sert à rien de multiplier des initiatives alors qu'il y a d'autres qui sont là et qui, malheureusement, qui souffrent d'inapplicabilité ou qui souffrent, n'est-ce pas, de manque de cette volonté politique des acteurs à s'engager ou à respecter ce à quoi ils se sont engagés. Donc les initiatives sont bonnes pourvu que, parce qu'il y a cette situation qu'il faut régler, c'est qu'il ne faut pas aller des initiatives en initiative alors que les positions sur terrain ne changent pas. Il y a des violations de cessez-le-feu, il y a des retournements des situations, il y a certains signent ceci ou disent ça, et quelques temps après, il y a rétropédalage. Nous pensons que tous les médiateurs qui sont impliqués aujourd'hui dans cette crise et les acteurs, les protagonistes, doivent, n'est-ce pas, respecter ce à quoi ils se sont engagés, comme le veut d'ailleurs l'un des principes du droit international, Pacta sunt servanda. Les accords sont signés, les traités sont signés pour être appliqués de bonne foi. Nous comptons sur la bonne foi des uns et des autres pour appliquer ce à quoi ils se sont engagés,
pour que la paix et la sécurité reviennent et que le pays soit debout. On voit en dehors de Évariste Ndayishimiye, il y a aussi le président du Congo voisin qui a reçu au cours de cette semaine, il a reçu déjà la délégation de la Cinco, notamment le cardinal Ambongo et Monseigneur Donatien Cholet. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC doit toujours compter sur cet apport de l'extérieur? C'est une bonne question. Je pense que il faut admettre que nous, Congolais, de toutes tendances confondues, nous n'avons pas appris beaucoup de l'histoire. Et j'ai comme impression que nous avons tendance à voir l'histoire se répéter. Alors que, comme je l'ai dit, plus de 65 ans, 66 ans aujourd'hui d'indépendance, plus de 20 ans, presque 30 ans maintenant que cette crise perdure, je pense que ces défis devraient nous permettre de réfléchir, de nous projeter dans l'avenir et de voir quelles sont les failles que nos prédécesseurs ou les autres ont commis et qu'aujourd'hui, nous ne devrons plus tomber dans ces erreurs-là et engager le pays sur les rails du développement. Et donc, je pense que nous ne devons pas beaucoup plus attendre que l'extérieur vienne à notre rescousse, alors que nous avons des compétences, des capacités à nous mettre ensemble et à se mettre au-dessus de la mêlée en privilégiant l'intérêt général pour aller de l'avant. Et donc, les efforts externes sont les bienvenus, mais ces efforts externes ne sont pas seuls suffisants pour régler la crise, alors que les Congolais peuvent se mettre ensemble, peuvent se regarder en face et parler des questions qui les divisent, et pourvu que l'intérêt général prime au-dessus des intérêts partisans. Béni Rachidi, l'opposition, malgré la rencontre avec le président en exercice de l'Union africaine, l'opposition qui maintient notamment son activité pour le 22 juillet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que cela risque encore carrément d'envenimer la situation sur le terrain? C'est du déjà vu et c'est du déjà entendu. Et il faut comprendre, ou il faut analyser cette attitude de l'opposition dans le cadre des missions reconnues à une opposition. C'est normal. L'opposition, même en 2006, quand vous faites une analyse objective sur les campagnes liées au référendum de 2006, vous allez voir que l'opposition, c'était l'UDPS. À l'époque, oui. L'UDPS qui était contre ce projet. C'est-à-dire l'UDPS agissait en tant qu'opposition. Mais ça n'a pas empêché la machine Joseph Kabila et les acteurs impliqués dans les systèmes d'avancer. C'est-à-dire, le projet a été conçu. On est passé à l'étape, par exemple, de la validation. Il a été soumis à la population. Il y a eu un référendum. Il y a eu aussi des appels de ne pas voter, jusqu'à ce qu'il y a eu un non et il y a eu un oui, et la Constitution a été promulguée. Lorsqu'on se met dans cette perspective ou dans cette idée de réflexion, on comprend que ce que nos amis de ces 64 sont en train de faire, c'est une activité normale. Ils ne peuvent pas appeler la population à soutenir l'idée d'un changement de constitution. Ça relève de leurs droits, ça relève de leur mission, ça relève de leurs prérogatives et ça relève de leurs enjeux. Surtout que ce n'est pas prioritaire selon eux par rapport au contexte que nous traversons actuellement. L'opposition n'a jamais... Je vous amène par exemple au Cameroun. Lorsque c'était l'idée des changements de constitution, l'opposition s'est élevée. Au Tchad, d'ailleurs c'est notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était médiateur lorsque les Tchadiens, la partie du pouvoir et les opposants, il y a eu des compromis sur initiative du président Félix Tshisekedi.
Comme en son temps, ici, chez nous, c'était le Togolais, je crois, Kitoumi, le Massir, je dois me rappeler. Edem Kodjo, c'est lui le Togolais, un homme très respecté de l'autre côté. Donc, c'est que la déclaration lue par Jean-Marc Kabound à Kabound, il vient d'où? Il vient fraîchement de la prison. Avant qu'il soit en prison, il a été dans l'UDPS. Donc, ça dit, c'est un acteur entre parenthèses du pouvoir, quelqu'un qui n'a pas... Acteur de l'opposition ou du pouvoir? Parce que mais il vient du pouvoir. Actuellement, c'est un fondé du pouvoir de l'UDPS. Actuellement, il est dans l'opposition. Quand vous savez lire une analyse parallèle de son passé et de ce qu'il est aujourd'hui, vous comprenez très vite que cet appel au dialogue, ces déclarations qui sont faites, l'opposition cherche le pouvoir. Ce sont des postes, on le sait toujours. Aucun dialogue en RDC, tous les dialogues organisés depuis Mobutu, c'est toujours la finalité, le partage du pouvoir, des gâteaux. Mais moi, je crois que la loi référendaire a été votée à l'Assemblée nationale. Cette loi Monankoy. Sans la participation de l'opposition. Oui, non, ça s'est fait depuis Mobutu Sese Seko. Parce que c'était la République du Zaïre. L'opposition ne participe jamais à un projet dont les enjeux ne profitent pas à elle. Ça, on le connaît toujours, on le sait toujours. Et donc, les enjeux de cette loi, ça profite au pouvoir. Vous prolongez le mandat. Pourquoi vous parlez majorité? Pourquoi on parle de la majorité? La majorité s'impose parce qu'elle est majorité. C'est ça même les enjeux des politiques. Pour quel intérêt? L'intérêt du peuple ou l'intérêt de la majorité? Aujourd'hui, ce qui prime, c'est l'intérêt du peuple congolais ou bien l'intérêt de la majorité? C'est-à-dire majorité. Les 500 députés nationaux. Comprendre par là ceux qui ont le pouvoir. Les 500 députés qui sont à l'Assemblée nationale. Mais ce sont des élus du peuple. Oui, mais quand ils sont élus du peuple, ils étaient le premier. Ils allaient être le premier à découvrir que cette loi n'a rien à voir avec le peuple. Est-ce que ces élus ont été, permettez la tautologie, ont été élus par le peuple pour aller changer la Constitution? Ou bien non, c'est pour défendre les intérêts. La Constitution a prévu le moyen de son changement. C'est le référendum. La révision. Elle a été conçue, la révision, pas le changement. Elle a existé par le référendum. En 2006, c'était le référendum. Scientifiquement parlant, nous parlons révision et non changement. Selon la Constitution. C'est-à-dire, dans la Constitution, dans l'esprit, ouais, il y a des mécanismes de révision. Et des contextes. Dans la Constitution, il y a aussi des mécanismes de changement, et les mécanismes de changement de la Constitution passent par le référendum. La Constitution elle-même donne les moyens du référendum. Voilà pourquoi, vous êtes peut-être les premiers à dire que la Constitution prévoit les mécanismes de son changement. Si aujourd'hui, on parle de la RDC, c'est la démocratie. Et la démocratie, c'est le respect des institutions. Et quand on parle institutions, on connaît le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces mêmes institutions qui sont gérées par la Constitution, qui prévoient comment la révision doit se passer, dans quel contexte, il y a la guerre, il y a l'état de siège et tout ça. Vous n'en parlez pas, apparemment. Non, c'est-à-dire les députés qui sont là, nous savons comment est-ce que nous savons la conditionnalité pour un député. Ce sont des intellectuels, des gens qui ont été à l'université. Et en tant que tels, ils ont la logique et ils ont la rationalité. Cette rationalité permet à ce qu'ils réfléchissent et qu'ils savent qu'est-ce qui est bon pour la nation et qu'est-ce qui n'est pas bon pour la nation. Si ces députés-là ont voté cette loi, Ngondankoy, elle est passée au Sénat. Normalement, la loi allait être directement promulguée. Et le chef de l'État, dans cet esprit de démocratie, dans l'esprit de mettre ensemble ou de mobiliser les idées, les réflexions ou les échanges, le 30 juin 2026, nous l'avons suivi avec vous, il a déclaré que la loi sera envoyée à la Cour constitutionnelle, mais quand on sait que la Cour constitutionnelle, c'est une institution analytique
interprétative des lois. Donc la Cour constitutionnelle aujourd'hui va encore nous aider. Après qu'elle ait été votée à l'Assemblée nationale, après qu'elle ait été votée au Sénat, elle passe par la Cour constitutionnelle, pas dans une structure de formalité. Non, sur demande du chef de l'État pour couper court à toutes ces rumeurs, pour couper court à tous ces débats par moments mal interprétés, mal préparés, avec des conséquences qui risquent de brûler toute une nation. Voilà pourquoi on attend actuellement cette saisine de la Cour constitutionnelle qui va lire cette loi pour que nous ayons des éclaircissements. Mais moi, je crois que si l'opposition contexte, c'est normal. Elle ne peut pas apprécier. Si l'opposition organise toutes ces marches et tout, c'est normal. Ça a toujours eu lieu depuis des temps. Mais on ne peut pas empêcher que la loi suive aussi l'étape normale. Mais laissez-nous voter quand même, c'est nous la population, cher Ben. Est-ce qu'aujourd'hui la population a besoin d'aller au référendum ou bien la population a besoin que cette paix en 2006, est-ce que la population avait besoin d'aller au référendum? Dans quel contexte, Ben Rachidi? Parce que si vous suivez les évêques de la Cinco et les CC et même pratiquement tous les opposants, aller au référendum sans ces partis qui sont occupés par les mouvements rebelles appuyés par le Rwanda pourrait consacrer aujourd'hui ce que l'on ne veut pas, c'est-à-dire que le pays soit carrément... cette partie occupée par les rebelles peut carrément se retirer et être un pays à part. Et ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, la balkanisation, la Cinco et les CC, dans leur message, bien sûr, qui disent que ce n'est pas opportun. Le problème, c'est l'opportunité aujourd'hui. Le moment est-il bien choisi pour changer la Constitution? Mais quand on parle de référendum, mais ce n'est pas la Cinco qui va voter, cher Ben. Quand on parle de référendum, la Cinco est une force vive. Les CC qui va voter. Est une force quand vive. On parle de référendum, ce n'est ni Nyota qui va voter. Quand on parle de référendum, ce n'est ni non plus n'importe quelle institution. Oui. C'est la population. Ça m'amène à une définition, une définition que j'aime bien du professeur Ken Dibwe Diamwembu. La démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est plus pratique et c'est carré. Donc laissez la population voter. Si le référendum, si on va dans un référendum, les évêques de la Cinco vont voter. Les pasteurs des églises de réveil vont voter. Les abbés du Haut-Katanga, les abbés du Tanganyika, les abbés du Kivu vont voter. Même les mamans catholiques, les mamans méthodistes et toutes ces forces vives. C'est dans l'urne. Que dire de la population aujourd'hui qui vit dans ces parties occupées, sous occupation? Non, c'est là où je dis... C'est ça la préoccupation majeure. Que dire de tous ces Congolais qui vivent dans ces contrées, Bunagana, partout là-bas, occupés jusqu'à preuve du contraire? Donc, c'est-à-dire que quand nous réfléchissons avec vous, l'action gouvernementale, elle est dans la rhétorique guerrière, parce qu'il y a les FRDC et les Ouazalendo qui sont sur terrain. Nous avons vécu avec vous comme est-ce que Fizi et Baraka, ce sont des bombes qui tombent pour sauver des coins du pays. Des bombes, à part la guerre, il y a aussi la diplomatie. Cette diplomatie aujourd'hui qui est à la base des sanctions que cope aujourd'hui le Rwanda et ses ouailles. À part cela, tous ces mécanismes, l'objectif c'est quoi? C'est le retour de toutes ces entités à du côté congolais, s'il faut dire comme ça. Donc il y a des actions, il y a des initiatives, il y a des projets, il y a des idées, des réflexes, même des politiques conçues pour que le Goma et le Bukavu reviennent à la RDC et le Rwanda aujourd'hui est sanctionné et des sanctions aujourd'hui dont nous vivons et nous connaissons des conséquences au niveau rwandais. Donc ne dansons pas
avant la musique. Danser avant la musique, c'est ça, c'est même ça. Je pensais au changement de la Constitution avant de résoudre la crise. Qui sait que tous ces idées, tous ces mécanismes et tous ces politiques qui sont conçus pourront aboutir dans 30 minutes, dans 40 minutes, dans un jour, dans une semaine, le retour à la normale de choses. Donc même si on lutte de l'autre côté pour que Goma et autres reviennent à la RDC, on ne peut pas empêcher quand même de lutter contre Ebola. On ne peut pas empêcher quand même de mettre des barrières sur la route pour que les automobiles payent de l'argent. On ne peut pas empêcher aussi que la Constitution aujourd'hui soit changée pour prolonger le mandat. C'est une activité normale d'un État qui se veut responsable, mais aussi objectif dans ses idées. C'est quoi l'objectif du changement? Prolonger le mandat, continuer, demeurer au pouvoir ou bien changer c'est le là social où de la population? Il faut lire le projet de la nouvelle constitution. On ne peut pas empêcher de réfléchir, d'autant plus que la RDC n'est pas la première. Que dit ce projet? Le Tchad l'a fait, la Mauritanie l'a fait, le Congo-Brazzaville l'a fait, dans des circonstances, même la Russie, y compris la Chine. Dans des circonstances différentes, vous n'allez pas prendre le même cas de la RDC pour comparer à ce qui se passe en Russie. Aujourd'hui, c'est quoi qui va changer? Qu'est-ce que cette loi va apporter de plus? Vous avez suivi avec moi les états généraux de la justice. Oui, mais les états généraux de la justice, avec tout ce qu'il y a eu comme résolution, les recommandations des états généraux de la justice, ipso facto, on ne peut qu'arriver qu'à ça. Il y a aujourd'hui des réalités au niveau du pays qui obligent ces changements. Que ces changements soient... Quelles sont ces réalités, Béni Rachidi? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Soyons concrets et factuels. La Constitution bloque quoi concrètement en RDC? C'est-à-dire que quand vous la lisez, parce que là on va pénétrer dans un débat, qui touche même des articles. Et quand on entre dans des débats qui touchent aux articles, vous allez comprendre elle-même que la Constitution, on ne parle plus de 2006, on parle maintenant de 2011. C'est-à-dire, cette Constitution a subi des modifications. Moi, j'appelle ça de césarienne. Oui, mais ça bloque quoi aujourd'hui? Ça bloque quoi concrètement? Le président Joseph Kabila Kabange a constaté qu'il y avait des articles ou des problèmes à réviser. La continuité de cette forme de réflexion amène aujourd'hui ces débats normal, ces débats loyaux et ces débats républicains. Et voilà pourquoi est-ce que l'opposition contexte. Lorsque l'opposition contexte, on comprend que c'est un débat normal. Lorsqu'il y a ces oui-wismes ou ces pacavilismes qui entraînent tout le monde, ça remet en cause même le caractère de la démocratie. Vous avez suivi avec moi les présidents de toutes les assemblées provinciales qui ont fait une déclaration, je crois le 4 juillet dernier, pour soutenir l'idée. Qu'est-ce que, au niveau provincial, la Constitution bloque quoi pour que ces présidents des assemblées se mettent à faire une telle déclaration? Parce qu'on a vu aussi également à Kinshasa les bourgmestres qui vont se lever. Aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus, selon ce qui s'est dit dans l'opposition, c'est beaucoup plus pour défendre leurs propres intérêts. Là, je ne vois pas, jusqu'à preuve du contraire, quelqu'un qui n'est pas aux affaires aujourd'hui soutenir un tel projet parce que c'est peut-être avec le changement de régime, il n'aurait plus sa fonction. Donc aujourd'hui, Ben Rachidi, moi je pense ce qui doit beaucoup plus primer, c'est l'intérêt de la population. Et l'intérêt de la... Et non les intérêts des individus. Et c'est le message qui a été lancé par la Cinco. Malheureusement qu'on a presque plus de temps. Nous allons prendre... Mais permettez quand même que je ne défisque un mot. Depuis que ce débat est sur la place publique, nous avons suivi avec vous des réactions. J'ai même suivi quelqu'un qui souhaitait, est-ce qu'on peut réfléchir encore sur l'aspect Zaïre dans la nouvelle constitution? Pourquoi ne pas changer, par exemple, aujourd'hui, réfléchir sur le changement de l'homme congolais? Parce qu'il y a ceux qui disent que le problème, la RDC n'a pas un problème de texte, mais c'est plutôt un problème de les textes, cher Ben, les textes ne sont pas éternels. Béni Rachidi, on a vu... La Constitution, elle est émanation des humains et la Constitution peut être changée n'importe. D'ailleurs, on peut même réfléchir avec la nouvelle Constitution pour que chaque 20 ans après, qu'on revoie la Constitution, c'est notre Constitution, c'est notre pays
eux, ce sont nos lois. Est-ce que et le on ne peut que contexte, vivre selon nous-mêmes. est-ce que le contexte s'y prête? Béni Rachidi, vous n'avez pas répondu à cette question. On termine avec vous, Monsieur Frédéric Amani. Un mot sur ce point. On va rapidement passer au dernier point qui nous reste. Au sujet Du changement. Faut-il changer, reviser qu'est-ce qui est faisable dans ce contexte de crise en RDC? Je pense que la Constitution est claire. La Constitution dit dans quelles conditions, dans quelles circonstances elle doit être révisée et peut-être aller même au changement. Et ce que je dois le dire ici, tout acte que pose un homme d'État, un politique, cela doit être posé en fonction de l'intérêt général. Mais lorsque nous posons des actes ou des actions, non seulement non en fonction de l'intérêt général, mais en fonction de nos intérêts égoïstes, à ce moment-là, on a tendance à aller droit au mur. Et donc, la Constitution, elle peut être changée, elle peut être modifiée, mais pour reprendre votre terme, les temps, j'aime les Grecs, ils parlent de kairos, les temps favorables. Et bien, c'est aux politiques ou au peuple de poser maintenant cette question. Est-ce que le temps est-il favorable? Tout à fait. Mais lorsque vous lisez la Constitution dit que le projet de révision constitutionnelle intervient lorsque telle circonstance existe ou telle circonstance n'existe pas. Ce n'est pas moi qui pose les questions malheureusement. Je suis tenté de poser la question, que ce soit à mon aîné Béni ou à d'autres. Est-ce que sommes-nous dans un état de siège, oui ou non? C'est à lui ou à d'autres de répondre. Mais lorsque la réponse est oui, alors que la Constitution dit qu'aucun projet de révision peut être porté lorsque nous sommes dans... Alors il faut soit lever pour embrasser une autre. Et donc, voilà des questions qu'on peut se poser. Et lorsqu'on se pose de telles questions, il faut aussi apporter des réponses. Donc moi je pense que aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les Congolais se mettent ensemble. Aussi longtemps qu'au niveau interne, nous serons divisés, beaucoup de choses ne vont pas réussir. Et pour terminer, il faut aussi savoir que même au sein de l'Union sacrée, malheureusement, il y a des divisions par rapport à ces projets. Il y a même des grands leaders qui ne se sont pas prononcés. Par peur d'être peut-être des représailles, d'être poursuivis. pour peut-être rater ou manquer leurs opportunités ou leurs intérêts, ils se taisent. Mais moi, je pense que ces projets risquent de diviser que d'unir davantage. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est les dialogues. Les dialogues des fils et des filles congolais doivent se mettre autour d'une table pour parler des questions qui les divisent et de regarder dans la même direction. C'est par après que le projet de changement, ce n'est pas un péché de parler de changement ou de révision, mais pourvu que les contextes soient propices, voyez-vous, que les contextes soient propices pour parler de ces questions-là. Il ne faut pas oublier un fait. Le président burundais était venu. Il y a le président Ramaphosa été venu, le président Félix avait fait un tour à Brazzaville, les opposants sont allés à Kinshasa. Également, les évêques sont allés à Brazzaville. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Moi, je pense que, je vais peut-être finir par là. En 2002, lors du sommet de la Terre à Johannesburg, en Afrique du Sud, l'ancien président français Jacques Chirac disait ceci. C'était le sommet de la Terre par rapport au réchauffement climatique. Il a dit ceci: nous regardons à côté alors que la maison est en train de brûler. Je pense que nous sommes face à des évidences qu'il ne faut pas nier. Et faire semblant de ces évidences et de prioriser ce qui ne devrait pas être priorisé, ça risque de nous amener droit au mur. Donc, aujourd'hui, la priorité, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est la cohésion. Et je pense que ensemble, opposition, majorité, confession religieuse, devraient travailler
pour mettre en exergue ces projets-là et que le reste suivra pour l'intérêt général. Rapidement, sans transition, nous allons prendre le dernier sujet. On commence avec vous, Monsieur Frédéric Amani. Des médecins qui sont en grève en RDC, quelles sont les pistes de solutions? Ils ne sont pas les seuls à gréver. On sait que ça se passe comme ça presque chaque année. Si ce n'est pas le médecin, ce sont les enseignants. Finalement, que faire pour mettre fin à cette situation? Bien, la Constitution donne à chaque Congolais donne droit ou la voix à chaque Congolais de s'exprimer et de manifester son mécontentement par cette grève. Mais moi, je pense que je voudrais ici en appeler à plus de responsabilités. Les médecins ils ont droit, ils ont droit de gréver ou de manifester le mécontentement, mais j'en appelle ici à la responsabilité, que ce soit au gouvernement et aux médecins, de privilégier l'intérêt général, c'est-à-dire un dialogue, un cadre de concertation entre, n'est-ce pas, le médecin et le gouvernement pour trouver la solution. Dans le cas contraire, il y a... Avec cette crise déjà d'Ebola à Nituri et au Nord Kivu, eh bien, si cette grève perdurait, ça risque encore de poser problème, que ce soit pour les patients et pour l'ensemble du peuple. Donc, ici, j'en appelle à plus de responsabilités des uns et des autres pour lever cette mesure de grève et de privilégier, n'est-ce pas, l'intérêt général. On termine avec vous, Béni Rachidi. Les médecins qui sont en grève dans cette situation, par contre, très délicate, avec la crise due à la maladie virus Ebola. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler est-ce que les revendications, j'allais dire, des médecins sont fondées? En Master 1, à l'école de criminologie, dans le cours de syndicalisme, le professeur Kalunga Mawazo définissait la grève comme une cessation volontaire, collective et concertée du travail par des salariés ou des agents publics. La grève est une activité normale. C'est-à-dire, quand on décrète une grève, on est dans des revendications liées à des conditions de travail. C'est-à-dire, à Lubumbashi, si le médecin le font, nous l'avons appris il y a quelques jours, il y a plusieurs entreprises minières de Kolwezi où aussi il y a de telles revendications. Dernièrement, c'était TFM et les autres, c'est la même situation. Donc, l'approche grève dans le contexte, que ce soit le médecin, que ce soit les enseignants ou n'importe qui, l'on veut juste une amélioration des conditions de travail. Si on était par exemple au niveau 5, on veut aller au niveau 4. Et voilà pourquoi est-ce que même dans le secteur des universités, écoles primaires et autres, il y a toujours ces dialogues entre les bons syndicats et le gouvernement. C'est-à-dire, on réunit les acteurs du syndicat, parce qu'ici, en l'occurrence, c'est le SINAMED, syndicat de médecins, par exemple, syndicat national de médecins. Il y a une délégation du ministère du Travail, une délégation emploi et prévoyance sociale, une délégation du ministère de la Santé qui va entrer en contact avec les grévistes. Ils n'ont pas grévé pour la première fois. C'est pas la première fois. Des grèves de médecins depuis, c'est une revendication qui est normale. Et derrière ces dialogues entre ces parties prenantes, il y a toujours une solution qui a toujours été mise sur la table. On va se dire, par exemple, on va faire ça, on va ajouter ça, et c'est ce qui est entendu. Donc, la grève de médecins n'est pas vraiment alliée avec, avec la politique. Non, la grève des médecins, elle est dans une logique ça cadre avec le social, sociologique,
oui, ça cadre plus avec le social parce que Et c'est le social l'amélioration géré des conditions de travail. Le Et social c'est qui est pas géré seulement par en les RDC, politiques. même en France, par moment, nous suivons des médias, vous trouvez tel média français qui ne passe pas. Et il y a une virgule sonore où on vous dit, par exemple, les agents sont en grève. Donc la grève, elle n'est pas nationale, elle est internationalement reconnue par l'Organisation internationale du travail. Et c'est ça même la beauté de la démocratie. Au gouvernement, avec les différents groupes syndicaux, de réfléchir, d'établir, d'améliorer le social. Et d'améliorer le social. Et dans quelques jours encore, vous allez suivre une autre déclaration. La grève vient d'être levée. Le souci, ce sont des familles. Ce sont des hommes et femmes qui ont des charges sociales. Et avec la cherté de la vie et tout ce qu'on connaît au niveau national et international, possible qu'il y ait des revendications. Et c'est normal. Et c'est une priorité hein, quand on parle aujourd'hui des médecins. Oui, c'est une priorité parce que la santé, elle est un indicateur fondamental dans dans la valeur à donner à une démocratie. Donc, c'est-à-dire que quand il y a grève, c'est la vitalité d'une démocratie. Et quand il y a amélioration des conditions de travail, c'est ce qu'on appelle même le développement d'une nation. Donc, ce qui est normal, c'est prioritaire non seulement du côté santé, et même du côté éducation, et même du côté affaires foncières, et même du côté liberté d'expression, ce sont les médias et tout, et c'est ce qui constitue même le cerveau moteur de l'existence d'une nation. Ok, on va terminer. Un mot, Frédéric Amani, une réaction Par rapport à ça ou... Par rapport à votre mot de la fin pour cette émission. Le mot de la fin, nous souhaitons plein succès à la RDC en assumant la présidence du Conseil de sécurité et nous pensons que durant un mois, la RDC va faire entendre sa voix par des stratégies bien appropriées pour que sa cause soit plus entendue dans les instances internationales. L'initiative du président burundais est louable pourvu qu'elle soit inclusive et qu'elle parle des questions qui divisent parce que le Burundi, en tant que voisin de la RDC, il a besoin de voir son voisin stable, sinon la crainte de l'embrasement de la situation au niveau des grands lacs risque, n'est-ce pas, de détériorer la situation. Et pour terminer, je pense que aujourd'hui, nous sommes face à des évidences et qu'il va de l'intérêt des Congolais, de toutes tendances confondues, de privilégier l'intérêt général par les dialogues et que ces dialogues vont nous amener, n'est-ce pas, à avoir des armes pour faire face à cette instabilité. Voilà, merci Frédéric Amani, merci Béni Rachidi. Eh bien, merci infiniment. Je crois que la Constitution donne la parole au peuple. Si réellement le référendum, c'est le peuple qui va voter, laissez-nous voter. Que Béni Rachidi dise oui ou non. Que M. Frédéric Amani dise oui ou non dans l'urne. Que Ben Kaembe dise oui ou non dans l'urne. Que Michel Olela le fasse aussi dans l'urne. C'est une réalité normale. Au lieu de coincer quelque chose, amenez-nous cette histoire. Nous, peuple, population, nous allons décider de l'évidence, de la priorité par notre oui et par notre non. Et c'est ça la beauté de notre qu'on appelle démocratique sur l'intitulé même de notre nation. Et cette constitution prévoit également les mécanismes pour sa révision et non son changement. Par là, s'achève donc cette émission d'analyse et débat sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention accordée à InfoScanner. InfoScanner qui va revenir la semaine prochaine. Musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.